Ces salariés d'une maison de retraite sont en train de mener ce qui va devenir la plus longue grève du secteur médical en France. Ce jour de mai, comme chaque matin à 7 h, ils installent leur piquet de grève. Ils travaillent pour un EHPAD, un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes, à Foucheran, près de Dole, dans le Jura. On s'installe notre 39e jour de grève. Voilà, donc tous les matins, on monte le barnum et puis on change le jour. Anne-Sophie Pelletier est aide médico-psychologique. Elle gagne 1 275 € net, à peine plus que le SMIC, pour des journées de 10h30 et 2 dimanches travaillés par mois. Avec ses collègues, elle réclame une augmentation de salaire et du personnel supplémentaire pour s'occuper des personnes âgées. On a 42 résidents à coucher en 1 heure. Donc ce qui nous fait 3 minutes 41 par résident. Voilà, c'est une cadence. Imaginez-vous, dans 30 ans, 20 ans, dans 30 ans, avec une pathologie ou multipathologique, vous avez besoin qu'on vous aide à vous déshabiller, à vous mettre en pyjama, à vous changer. J'ai 3 minutes 41 pour faire tout ça. Je vais vous jeter dans votre lit, hein. J'aurai pas le choix. J'aurai pas le choix. C'est quoi la finalité de tout ça? C'est simplement des résidents qui payent très cher et qui n'ont pas des soins de qualité et qui sont dans leur dernière demeure, probablement, parce qu'après, c'est la mort, hein, faut pas se leurrer. Et qu'est-ce qu'on leur offre comme fin de vie à ces gens-là? Ces gens qui se sont peut-être battus, qui avaient des maisons, qui avaient des biens, qui ont tout vendu parce qu'ils avaient juste plus assez d'autonomie pour rester chez eux. Qu'est-ce qu'on leur offre? C'est juste plus possible. C'est plus moral. C'est juste plus moral. Avec de plus en plus de seniors et de plus en plus de personnes dépendantes. La vieillesse est devenue un business pour les maisons de retraite privées. Nous terminons l'année 2016 à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Comment ces entreprises sont-elles devenues aussi rentables? Les maisons de retraite, c'est le secteur le plus lucratif. Ils ont de l'argent public et ils ont de l'argent des résidents. Ils sont gagnants sur tout. Des résidents qui déboursent en moyenne 2 000 € chaque mois. Nous sommes à des niveaux de tarifs qui sont le double de ce qu'est la moyenne des retraites en France. Et évidemment, de ce point de vue-là, c'est exorbitant. Certains établissements sont encore plus chers, jusqu'à 5 000 €. Mais le service est-il toujours à la hauteur? Savoir qu'il y a des résidents, des personnes âgées de 97 ans qui restent plus de 6-7 heures dans des couches souillées, c'est juste inacceptable. Des couches rationnées, des repas au rabais. Certains établissements franchissent les limites de la légalité en toute impunité. Si vous me dites tout de suite on a encore fait quelque chose d'illégal, certainement qu'on n'était pas dans la légalité. Enquête sur les méthodes des maisons de retraite privées, devenues aujourd'hui plus rentables que les hypermarchés. À Foucheran, dans le Jura, au 46e jour de grève. Devant notre caméra, un étrange va-et-vient d'ambulance. À cause de la grève, la direction des Opalines évacue 14 personnes âgées vers d'autres établissements de la région. Près de 20% de ses résidents. Ce déménagement inopiné inquiète les familles. On a été informé hier par téléphone que mon papa serait délogé aujourd'hui dans une maison de retraite dans le Haut-Jura, donc à 40-45 minutes d'ici. Ça me fend le cœur de les voir partir. Ça me fend le cœur vraiment. C'est des personnes que j'accompagne au quotidien depuis des années. Ça me prend les tripes et le défilé, le bal des ambulances, ça me... Vraiment. Il n'y a pas de mots pour expliquer, c'est dur, vraiment. Que se passe-t-il derrière les murs de cet établissement privé? Nous demandons à la directrice de nous ouvrir ses portes. Mais non, mais excusez-moi, vous n'êtes pas la police. Je suis désolée, si j'ai le droit de ne pas vouloir vous répondre. Hein, donc, écoutez, je vous dis au revoir et puis bonne journée, monsieur Deleu.
Pour franchir les portes de l'établissement, nous faisons appel à la fille d'une résidente. Accompagnée de son petit-fils, elle rend visite à sa mère plusieurs fois par semaine. Il est 11 h du matin. C'est l'heure du ménage. L'heure aussi de la distribution des médicaments. Certains résidents séjournent dans les parties communes. Muriel Pion a placé ses 2 parents aux Opalines en 2014. Comment va aujourd'hui? Christiane, ancienne assistante familiale. Et Christian, ancien ouvrier, aujourd'hui décédé. 68 ans de mariage, 5 enfants, 7 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants. Ils pensaient finir leur jour chez eux, jusqu'à ce que Muriel, qui s'occupe d'eux, craque. Il arrive un moment où on fatigue, on est malade aussi parce qu'on a de l'âge un petit peu. Et puis quand ils sont tous les deux malades et il faut les nettoyer tous les deux en même temps, c'est pas possible. Il s'est trouvé qu'il y avait une place ici en chambre double. Puisque nous, la condition sine qua non, c'était une chambre double pour mes 2 parents. T'occupe pas toi. L'établissement aussi pose ses conditions. Avant d'accepter un nouveau client, la maison de retraite exige de sérieuses garanties financières. Les garanties, c'est déjà de savoir s'ils sont solvables, naturellement. Donc, ils se renseignent sur leur propriété. Donc, quand il y a une propriété, comme mes parents avaient une maison, ça pose pas trop de problèmes. Mais ils nous donnent quand même le dossier de cautionnement à remplir et à renvoyer, à redonner aux Opalines, avec nos revenus et tout, pour être sûr. Si la maison de retraite prend toutes ses précautions, c'est parce qu'elle affiche des prix d'hébergement très élevés. C'est un établissement privé, c'est elle qui fixe ses tarifs. Pour un mois de 31 jours, maman payait 2 537,35 € en chambre double. Et papa, en tant que deuxième personne de la même famille, avait droit à une réduction de 10%. Donc pour un mois de 31 jours, on arrive à 2 345,77 €. Ce qui frise 5 000 € par mois pour 31 jours, sachant qu'ils avaient en gros 2 200 € de retraite. Donc c'est bon que mes parents étaient économes et qu'ils avaient un petit peu de réserve. Mais les réserves fondent comme neige au soleil. Il a fallu se rendre à l'évidence et faire cette vente de maison qui nous a quand même arraché le cœur. Ils ont trimé toute leur vie pour que leur argent, leur maison soit vendue, soit partie en fumée. Les parents de Muriel ont vendu cette maison 105 000 €. De quoi tenir 4 ans dans la maison de retraite. Les économies de toute une vie. Vous voyez, ça, c'est papa qui l'a fait. Tout a été fait de ses mains à l'intérieur. Ça, c'est tout lui qui a fait. C'est vraiment leur maison fabriquée par eux. Et c'est vrai que c'est toute une valeur sentimentale qui part, quoi. Et c'est vrai que on paye 2 700 € et même plus certains mois pour enrichir des gens qui ont déjà qui n'ont pas, à mon avis, de fin de mois difficile, quoi. J'ai l'impression, moi, qu'ils en ont rien à faire de leurs résidents, même sur leur site. Si sur leur site, ils en parlent, que c'est pour le bien-être des résidents. Comme on les voit agir en ce moment, depuis quelques mois, on se pose des questions, quoi. Au total, l'établissement perçoit chaque année plus de 2 millions € de ses résidents. Où passe l'argent? Pas de réponse des Opalines. Nous avons contacté une dizaine d'autres maisons de retraite privées. Toutes ont refusé de nous ouvrir leurs comptes. Seul un établissement public à but non lucratif a accepté de parler argent. L'EHPAD Saint-Jacques, à Grenade, au nord de Toulouse.
Je vous accueille dans un établissement qui est particulièrement important puisque nous accueillons 225 résidents. La moyenne en France, ce sont des établissements qui accueillent 80 personnes en général. 70% de la population sont des dames, 30% bien sûr les hommes. La moyenne d'âge, c'est 87 ans. Nous accueillons une population particulièrement fragile, qui sont des personnes en perte d'autonomie, avec souvent de multipathologies, avec un nombre de décès qui nous amène à peu près tous les 3 ans à renouveler la totalité de la population. Ici, la facture pour chaque résident s'élève à un peu plus de 2 000 € par mois. André Grière a quitté sa maison à la campagne pour ce logement de 21 mètres carrés. C'est chez moi ici. Voilà. Voilà ma chambre. Une chambre médicalisée qu'elle peut décorer à sa guise. Cette pièce, c'est la salle d'eau. Voilà. Ses enfants ont souhaité qu'elle vienne ici. Je vais vous montrer avec la canne, vous voyez? Ça, c'est mon fils. Ça, c'était mon mari. Ça, c'est mon petit-fils avec, comment dirait-on maintenant, sa copine. André Grière a 95 ans. C'est elle qui paye son loyer. Là, ça va. Qu'est-ce que vous faisiez autrefois, à l'époque où vous travailliez? Couturière, monsieur. Je tirais des aiguilles. Et puis j'étais matelassière après. Mais alors, votre retraite, elle est de combien? Elle est petite. Elle est petite parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, que je travaillais, on ne cotisait pas pour la retraite. Qu'est-ce que je dois toucher? Vous savez, je perds un peu les chiffres. Je dois toucher à peu près 600 € de retraite par mois. Avec 600 € de retraite, comment faites-vous pour payer? J'avais un peu d'argent de côté. Et alors, il s'en va tous les jours. Et puis, mes enfants ont voulu me mettre là. Et ils m'ont dit, quand tu ne pourras plus, on paiera. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. Parce que j'aime pas demander. Mais enfin, j'espère que je n'y serai plus qui n'est pas payé. J'espère ne pas vivre jusqu'à 100 ans, et je vous le dis comme je le pense. Comme l'établissement est public, c'est le département qui fixe le tarif des frais d'hébergement. Mais comment cet argent est-il dépensé? Pour le ménage des chambres et des parties communes, il y a 11 salariés. En cuisine, 11 personnes préparent des menus à la carte selon les régimes de chacun. Pour ceux qui ont des problèmes de déglutition, le menu du jour est servi mixé. Il y a aussi une équipe d'animation. Ah, ils adorent la salade. Les activités permettent de maintenir une vie sociale. Cet atelier avec des cochons d'Inde est très apprécié des résidents. On appelle cela la médiation animale. Dans le prix payé par les résidents, il y a aussi le nettoyage du linge. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « c'est terriblement cher » ? Alors, nous sommes à peu près à 2100 € par mois. Ça veut dire 61 € au jour. Qui peut dire aujourd'hui, effectivement, qu'il va payer un hôtel ou une résidence vacances pour 61 € par jour avec toutes ces prestations? Par contre, si je me mets à la place des résidents, notamment et des familles, nous sommes à des niveaux de tarifs qui sont le double de ce qu'est la moyenne des retraites en France. Et évidemment, de ce point de vue-là, c'est exorbitant. Exorbitant. En réalité, ces 2 000 € déboursés par les résidents servent uniquement à financer l'hébergement. L'État ajoute 1 600 € par personne et par mois pour les soins des résidents. En tout, le coût d'un pensionnaire est de 3 600 € par mois. Comme les médecins, les infirmières, les produits de soins et les médicaments sont donc payés par l'État. Comment ça va? Est-ce que le médecin est venu lundi? C'est aussi l'État qui finance les aides-soignantes. Bonjour. Bonjour Madame Herman. Ça va? Vous avez passé une bonne nuit? Oui. Dans toutes les maisons de retraite, privées ou publiques, l'État fixe le nombre de soignants.
souvent insuffisants. On ne peut pas être partout à la fois, donc c'est vrai qu'il y a des jours où on va courir, il y a des jours où ça va être moins la course. Mais après, quand on est souvent en manque de personnel, par contre, le boulot de 3, on ne peut pas le faire à 2, c'est pas possible. Allez, on va vous aider. Ces restrictions de personnel expliquent la grogne qui touche de plus en plus de maisons de retraite médicalisées. À Beaune, dans le département de la Côte d'Or, nous retrouvons les grévistes des Opalines. Ils réclamaient du personnel supplémentaire. Ils ont obtenu 2 postes d'aide-soignante. Aujourd'hui, ils débarquent au siège du groupe pour demander une augmentation. On est à 66 jours de grève aujourd'hui et puis la situation n'ayant pas évolué, on a décidé de s'inviter à la SGMR, le siège des Opalines, et de rencontrer M. Gevray parce qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné. Philippe Gevray est directeur général du groupe. Les grévistes ont reçu le renfort de syndicalistes de la région. Car ils ne sont pas les bienvenus. Non, monsieur Gevray n'est pas là. Monsieur Gevray n'est pas là. Non, n'entrez pas. Non, vous n'avez pas le droit de rentrer. On va l'attendre. On va l'attendre. On sonne, on rentre. Respectez le protocole, parce que si eux, ils ne sont pas dans la légalité, il faut qu'on y soit. Après 1 heure de siège et l'arrivée de la police, le directeur finit par accepter de les recevoir. Ça fait 70 jours. Les grévistes demandent 27,50 € de prime par dimanche travaillé. Nous ne pouvons pas filmer la négociation. Le groupe SGMR doit faire un effort, M. Gevray, à un moment donné. Sinon, c'est que vous n'avez pas envie que le conflit s'arrête. Nous avons pu enregistrer l'entretien. C'est la seule chose qui fera que le conflit s'arrêtera. 27,95 € par dimanche. Qu'est-ce que c'est que ça, 27,95 €? Je ne vais pas donner à un établissement particulier des avancées salariales que je ne donnerai pas à d'autres. Pour faire plier leur directeur général, les grévistes disposent d'un argument de poids. Le 3 avril 2017, premier jour de grève, ils ont fait le compte des résidents dans leur établissement. Il y en avait 77, au lieu des 75 autorisés. Et cela durerait depuis des années. Ne pensez-vous pas que notre réévaluation au niveau de nos salaires et nos primes de dimanche serait plus que méritante, en sachant qu'on a travaillé avec des résidents en trop qui ne devaient pas être dans l'établissement? On est bien d'accord que l'établissement accueillait 77 résidents depuis l'ouverture en 2012, pour une autorisation d'ouverture à 75 résidents. Pourquoi on a 2 personnes en plus, nous? Je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Ben non, attendez, je ne suis pas dans l'établissement tous les jours pour voir ce qui se passe. D'après la convention signée par le directeur général Philippe Gevray et l'État, l'établissement dispose d'un agrément pour 75 places. Quand il accueille 77 résidents, il dépasse le seuil d'occupation légale. Nous interrogeons l'Agence régionale de santé, l'organisme public qui contrôle et encadre l'activité des EHPAD, les maisons de retraite médicalisées. On est dans le cadre d'un régime d'autorisation, c'est-à-dire que l'ARS autorise les établissements pour un nombre de places déterminé. Et en l'occurrence, sur cet établissement, 75 places sont autorisées. C'est-à-dire que l'établissement est autorisé à accueillir 75 personnes. Est-ce qu'il a le droit d'en accueillir plus? Non, il n'a pas le droit d'en accueillir plus. Est-ce que vous êtes certain que, effectivement, les groupes privés, les Opalines par exemple, vous transmettent les véritables chiffres? Ça, par définition, on ne peut pas en être certain. Après l'avoir sollicité à maintes reprises, le directeur général des Opalines accepte de nous rencontrer. Philippe Gevray justifie le dépassement du seuil d'occupation de son établissement. Cette situation, elle a existé à plusieurs reprises, comme vous le dites.
C'est pas une situation permanente. Moi, j'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui, on est dans un secteur privé. Comme je vous l'ai dit, on est une entreprise. On a des fondamentaux qui est la prise en charge, qui est le bien-être des salariés. Mais ça n'empêche pas de se dire, aujourd'hui, on a besoin d'avoir ce taux d'occupation maximal pour absorber les charges qui existent dans nos établissements. On a des loyers immobiliers, c'est quand même loin d'être neutre. Donc nos objectifs, ils sont élevés en termes de taux d'occupation. Il me semble légitime. Selon notre enquête, en 2016, le groupe Les Opalines dépasse les capacités d'accueil légales dans plusieurs de ses maisons de retraite. C'est ce que révèle le bilan comptable que nous nous sommes procurés. Cet établissement de 80 chambres par exemple, il devrait facturer en théorie 2480 journées par mois. Or, il en facture 2507, soit un taux d'occupation de 101,09%. Un autre atteint 101,57%. Sur les 6 premiers mois de 2016, plusieurs établissements du groupe dépassent le taux d'occupation légal. Comment est-il possible de loger plus de pensionnaires qu'autorisés ? Les moyens ne manquent pas. Une ancienne directrice des Opalines a accepté de témoigner à visage caché. Il suffit que vous ayez des pièces en plus dans lesquelles les dirigeants puissent installer des lits en plus ou bien dédoubler des chambres qui sont plus spacieuses que d'autres pour y mettre 2 lits. Et le tour est joué, la suroccupation est possible. Pas de chambre vide, même juste après le décès d'un résident. Vous avez un résident qui décède le 1er janvier. Il est normalement de bonne guerre de laisser un petit délai déjà à sa famille pour le temps des démarches administratives, le fait de vider sa chambre des effets personnels de leurs parents récemment décédés. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes âgées qui n'ont pas de famille ou des gens qui sont sous tutelle où il n'y a pas forcément une famille derrière. Et si vous avez une demande d'admission le 2 janvier, le nouveau résident rentre et du coup la chambre est facturée 2 fois. 2 fois pendant quelques jours. C'est ça. Mais quelques jours fois le nombre d'événements similaires au cours de l'année, fois le nombre d'établissements, ça peut aller vite. Et quand on met tout bout à bout, à la fin ça fait beaucoup d'argent, oui. Et voilà comment, sur les 8 premiers mois de 2016, un établissement a dégagé 38 339 € de plus que ce que sa capacité légale lui permet. Vous-même, vous avez pratiqué la suroccupation ? Oui, en effet, j'ai eu à dépasser les taux d'occupation parce que tous les mois, le groupe vous demande de réaliser un taux d'occupation de 99,5%. Donc ça ne correspond même pas à un résident de moins. C'est un résident de moins font 98,75%. Donc si vous voulez assurer votre salaire, vous êtes obligé d'avoir au moins toujours un résident de plus. Au moins un de plus. Quand un directeur atteint les objectifs, il touche une prime de 535 € par mois. Cette incitation à la performance s'appelle la prime de remplissage. Vous voyez bien comme la pression est présente puisque les directeurs, ils ont toujours le pied à fond sur l'accélérateur et faire rentrer du monde le plus possible et bien au-delà de la capacité autorisée. Mais cette prime de remplissage, oui, c'est un encouragement à faire quelque chose d'illégal. Exactement. À Foucheran, nous avons découvert que la direction des Opalines a trouvé un autre moyen d'augmenter son chiffre d'affaires. Elle reçoit des clients supplémentaires dans la journée. On appelle cela l'accueil de jour. Vous venez pour passer la journée, c'est ça ? Oui, oui, oui. Comment vous trouvez ça ? Bien, monsieur. Oh, c'est Madame Poiron, elle vient au minimum une fois par semaine. Elle vient passer un moment ici pour soulager un petit peu sa famille qui s'en occupe tous les jours, quotidiennement. Et ça permet de soulager un petit peu les familles. Donc le principe n'est pas mal, mais avec une autorisation et du personnel adéquat, c'est mieux. L'établissement n'a pas l'autorisation de pratiquer un accueil de jour. Il ne figure pas dans la liste des lieux habilités par le département. Et sa convention passée avec les pouvoirs publics ne l'y autorise pas non plus.
Nous interrogeons de nouveau le responsable de l'agence régionale de santé. Début juillet, à plusieurs reprises, devant ma caméra, j'ai vu entrer puis sortir des personnes âgées, visiblement dépendantes, accompagnées de la famille ou autre, m'expliquant qu'elles venaient en accueil de jour. C'est pas normal. Et nous étions début juillet. Ça n'est pas normal parce qu'à cette date, l'établissement, devant ses propres salariés, en grève à l'époque, et nous-mêmes, avait pris l'engagement de mettre fin à cette pratique. Dans ce courrier, le directeur de l'agence régionale de santé demande aux Opalines de bien vouloir mettre fin définitivement à toute forme d'accueil de jour au sein de cet établissement. L'établissement doit régulariser sa situation. S'il ne le fait pas, on peut être amené à aller constater nous-mêmes que tel n'est pas le cas, et pourquoi pas aller jusqu'à suspendre les autorisations dont bénéficie l'établissement, tout simplement parce qu'il ne respecte pas le cadre de l'autorisation qui lui est fixé. C'est un petit peu l'arme atomique, mais l'ultime sanction que l'ARS peut infliger à un établissement, c'est de tout simplement lui retirer l'autorisation d'exercer ses activités. Moi, j'assume tout à fait la responsabilité de se dire, nous avons accueilli des personnes dans le cadre d'un accueil de jour, c'est-à-dire quelques heures dans la journée. Si vous me dites tout de suite, on a encore fait quelque chose d'illégal, certainement qu'on n'était pas dans la légalité parce qu'on n'a pas l'autorisation de l'accueil de jour. Mais je peux vous dire que, par contre, on a rendu beaucoup de services à ces gens-là. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils sont toujours en train de frapper à la porte pour dire quand est-ce qu'on peut revenir. En même temps, c'était une prestation payante. Ah oui, bien sûr. Non, mais forcément, si on a facturé la prestation, alors bien sûr, on va nous le reprocher d'avoir facturé encore des choses qui n'étaient pas prévues dans la complète légalité des choses. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'accueil de jour? Non. C'est ce que nous avons voulu vérifier. Bonjour et bienvenue aux Opalines. Veuillez patienter quelques instants. Les Opalines Foucheron, bonjour. Oui, bonjour madame. J'aurais besoin de renseignements sur les accueils à la journée. Oui, donc là, nous, c'est toujours des accueils à la journée, mais ça s'appelle Restanime. Vous avez une plaquette avec ces informations-là? Non. Pour l'instant, non, on n'a pas de plaquette. Visiblement, l'établissement continue ses activités. Nous nous rendons sur place. Bonjour. Nous prétendons chercher un accueil de jour pour un parent. Bonjour, je suis la directrice. Oui, enchantée, je viens visiter les lieux. C'est l'adjointe de la directrice qui nous reçoit. Bonjour. Papa risque de venir en Restanime avec nous. Bonjour. Donc bonjour. il sera Enchanté. avec Isabelle à l'animation. D'accord. Les animations avec Isabelle se passent là. Là, c'est la salle de restaurant. Selon la réglementation, l'accueil de jour devrait se faire dans un bâtiment séparé. Il y a Madame Jonsin qui vient, comme je vous dis, les lundis, mercredi, vendredi, et D'accord. Madame Blo le jeudi, et Madame Blo le lundi. D'accord. Donc le lundi, on a déjà 2 personnes. Au revoir, mesdames. Okay. Le lundi, on a déjà 2 personnes, le mercredi, on en a 1, et le vendredi, 1. D'accord. Plus tôt vous savez, plus tôt on bloque le créneau. Ok, c'est mieux de bloquer le créneau. Quoi. Ce serait mieux, oui, parce que ça peut arriver très vite. D'accord. Il y a des aides ou pas? Je connais rien du tout. Vous payez ça? Ouais. Il n'y en a pas? Non. D'accord. Et nous, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas en accueil de jour, on n'a pas l'agrément. L'accueil de jour peut rentrer en compte avec le conseil général, mais nous, non. Pas d'agrément. À raison de 35 € par jour et par personne, cet accueil clandestin permettrait aux Opalines de réaliser plusieurs milliers d'euros de bénéfices, sans investissement supplémentaire. Nous avons cherché à joindre les actionnaires du groupe. Ils sont 2. Didier Ménechet, dont voici la photo de profil sur Facebook. Et Philippe Péculier, grand amateur de cigares. Les 2 hommes étaient directeurs de supermarché Leclerc avant d'acheter leur première maison de retraite. Depuis, ils ont bâti un petit empire. Ils possèdent 64 maisons de retraite sur tout le territoire. En 20 ans, les anciens directeurs de supermarchés se sont hissés à la 365e place des Français les plus riches, avec une fortune estimée à 200 millions d'euros. Près de Montbéliard, dans un quartier résidentiel. Nous retrouvons les salariés des Opalines devant l'une des résidences de l'actionnaire Didier Ménechet.
bah dis donc. Oui, il se cache bien, oui. Au 92e jour de leur grève, les employés espèrent un geste de l'actionnaire. On va mettre la banderole sur son petit portail. Oui, oui. Oui. Mais le propriétaire n'est pas là. Oui, j'habite là, oui. Vous êtes le voisin alors? Oui, je suis le voisin. Et comment ça se fait que vous les voyez jamais? Bah, parce qu'ils viennent très rarement ici. Hein. Ah, d'accord. Cette maison, tout le monde peut la voir sur Internet. Elle est en vente et voici les images que nous avons trouvées sur un site d'agence immobilière. 400 mètres carrés de surface, une piscine et sa pool house. Un salon de 150 mètres carrés, une salle de sport et même un sauna privé. Aucun des deux actionnaires n'a souhaité nous parler. Aujourd'hui, les plus de 65 ans représentent près de 20% de la population. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Toujours plus de clients pour les maisons de retraite. C'est au lendemain de la canicule de 2003 que se sont développés les grands groupes privés. Tout le monde le sait, ce plan que vient de présenter le Premier ministre résulte du drame de la canicule. Le décès de 19 000 personnes âgées provoque un électrochoc. 10 000 places nouvelles seront créées en maisons de retraite, soit l'équivalent de plus de 200 maisons de retraite nouvelles d'ici 2007. En 2004, le gouvernement crée la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, financée par la Sécurité sociale et par la Journée nationale de solidarité, le lundi de Pentecôte. La CNSA distribue chaque année 8,2 milliards de subventions aux EHPAD. Une manne que se partage le secteur public, 4,3 milliards, et le secteur privé, 3,9 milliards. Boostés par ces aides et les frais d'hébergement payés par les pensionnaires, les grands groupes affichent des taux de croissance considérables, jusqu'à 15% par an. Nous avons contacté les grands noms du secteur, en commençant par Colisée, le 4e gestionnaire français de maisons de retraite. Si c'est pour fustiger les maisons de retraite, on va pas vous ouvrir les portes, hein. Ça c'est clair. Hein. Et puis pièce à conviction, c'est trop polémique. C'est trop polémique. On va pas se fourvoyer dans ce genre d'émission. Sur la 3e et sur la 2e marche du podium, le groupe Domus Vie, 20 000 lits. Et le groupe Orpea, 50 000 lits en France et à l'étranger. Nous avons bien reçu votre demande d'autorisation de tournage dans nos résidences. Malheureusement, nous ne pourrons pas donner une suite favorable. C'est pourquoi nous ne préférons pas donner suite à votre demande de reportage. Nous tentons notre chance avec le groupe Korian, le numéro 1 français, une multinationale cotée en bourse. Des bénéfices en hausse de 400% entre 2012 et 2016. Chaque jour, Edwige Chevrillon reçoit ceux qui font l'actualité dans L'Heure H, l'invité. Et tout de suite, on retrouve l'ancienne commissaire générale du plan, aujourd'hui directrice générale de Korian, Sophie Boissard. La directrice générale de Korian se félicite des performances du groupe. Vos chiffres, 2016 est plutôt une bonne année. Le groupe Korian, c'est un groupe qui faisait 1 milliard de chiffre d'affaires il y a 3 ans. Nous terminons l'année 2016 à 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour les années qui viennent, notre objectif, c'est de croître à un rythme de 5% par an. Vous le savez, qui ont envie de... Mais pas question d'ouvrir les portes de ces établissements à notre caméra. Cette émission ne s'inscrivant pas dans notre stratégie de communication, nous ne souhaitons pas donner suite. Nous décidons d'aller voir ce qu'il en est. Nous prenons rendez-vous dans un établissement Korian de l'Est de Paris. Le jardin de Neptune, sur les bords de Marne. Nous prétextons la recherche d'une chambre pour un parent. Une responsable nous propose de visiter l'établissement. Merci.
C'est vrai que Corian, on est quand même le premier groupe européen et que tous les moyens sont là. Hein. Donc, salle de kiné, on a 2 kinés libérales qui sont là tous les matins et qui vont faire de la kiné à nos résidents. Donc ensuite, nous avons un petit jardin. C'est sous vidéo surveillance pour les moments où le personnel n'est pas dans le jardin. Ah oui, une caméra là-haut. Ouais, là-haut, qui est à l'accueil, qui permet de voir si se passe quelque chose. Le bâtiment héberge 78 personnes. Alors, je vous fais visiter la chambre d'une dame qui est hospitalisée, ici à la foire. Donc ça, le personnel est toujours très vigilant à ce que cette foire elle soit installée à l'endroit où le résident est installé. D'accord. Et c'est pas en cas de malaise, on est en maison de retraite. Donc nous, on est plutôt dans le cocooning, c'est dès qu'il a besoin de nous, dès qu'il a besoin d'un service. Cocooning. Cocooning. Un cocooning qui coûte cher à leurs clients. Alors, Les tarifs. les tarifs. Entre 111,50 € et 139,50 € la journée. Plus un supplément tranquillité de 119 € mensuels pour laver le linge. Soit un hébergement compris selon la chambre entre 3 464 et 4 443 € par mois. Un montant 2 fois plus élevé que le tarif moyen des maisons de retraite en France. Merci beaucoup. Bah, c'est gentil. On est transparent sur Corian, en fait. On n'a rien à cacher. Voilà, rien à cacher. Chez Corian, tout se passerait donc comme dans ce film de promotion sur le site du groupe. Des résidents heureux, des personnels contents de travailler ici. Notre enquête nous emmène à Marseille, où d'après certains salariés, la réalité est différente de la publicité. Ella a travaillé comme aide-soignante dans un établissement Corian. La direction l'a licenciée en décembre 2016 pour faute grave, suite, selon elle, à un conflit avec sa hiérarchie. Je suis allée voir mon cadre de santé en lui disant que j'ai une résidente qui présente une infection urinaire et que ses protections, donc ses couches ne suffisaient plus, en lui demandant une couche supplémentaire. Il m'a virée de son bureau en me disant que j'avais pas à lui demander, que la réponse était non. Mon enfant, quand je lui change la couche, c'est chaque fois qu'il fait pipi, je vais lui changer la couche, quoi. Et savoir qu'il y a des résidents, des personnes âgées de 97 ans qui restent plus de 6-7 heures dans des couches souillées, c'est juste inacceptable. Voici l'établissement mis en cause. Corian-les-Parents, dans le 8e arrondissement de Marseille. Comme Ella, 2 autres aides-soignantes ont été licenciées pour faute grave. Toutes 3 ont saisi le Conseil des prud'hommes. Ella travaillait à l'unité protégée, là où sont accueillies les personnes souffrant de maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Nous nous sommes procuré ces images issues des caméras de surveillance. Elles témoignent de l'activité nocturne de l'établissement ce soir-là. La déambulation des résidents est un des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Elle peut durer des heures. Mais là, ce qui passe, c'est que c'est 2 personnes qui sont Alzheimer. Moi c'est mon service, donc je les connais les 2. Et là, l'aide-soignante, elle est toute seule. Donc vous voyez bien qu'elle ne peut pas s'occuper des personnes qui sont en train de déambuler pendant qu'elle est en train de faire des soins chez d'autres personnes. Si elle est seule sur cet étage où il y avait un résident, la deuxième aide-soignante, elle doit être sur un autre étage avec, pareil, le même nombre de résidents. Les autres étages, les résidents sont livrés à eux-mêmes. Il y en a qui sont Alzheimer, donc ils savent pas faire. On a des sonnettes dans les chambres, mais ils savent pas à quoi ça sert et ils n'ont même pas le réflexe de sonner, quoi. S'il y en a un qui tombe par terre, il va rester par terre jusqu'à ce que l'aide-soignante va arriver et va le découvrir dans la chambre. Ça peut durer combien de temps? Ça peut durer des heures. Nous sommes le 26 février 2017. Cette nuit-là, il y a 2 aides-soignantes pour 96 résidents sur 5 étages. C'est ce que finance l'État. Au 4e étage, à 23 h, cette femme vient de quitter sa chambre.
Au même moment, à l'étage du dessus, cette dame en rouge déambule pendant une demi-heure, totalement désorientée. À l'autre bout du couloir, cet homme avance péniblement, seul, alors que l'aide-soignante raccompagne la dame en rouge. À 4h30 du matin, la femme du 4e étage est encore en train de marcher. Un jour, je croyais que c'était, on dirait, c'est la fin du monde. Des gens tout nus dans le couloir, hommes et femmes, en train de se tenir par la main, marcher, parler. Chacun parle, aborde un sujet. L'autre ne sait même pas de quoi parle l'autre personne. Ils discutent entre eux. Alors, toutes ces personnes-là, il faut les habiller, les conduire dans leur chambre, les changer, les rassurer, leur expliquer que c'est la nuit et que c'est 2h du matin, c'est pas 2h de l'après-midi. Le groupe Corian nous a fait savoir que ces images témoignent d'un manquement professionnel d'une aide-soignante. Pour les aides-soignantes, elles témoignent d'un manque d'effectifs. Nous avons voulu interviewer un représentant du groupe Corian sur cette situation. Sans réponse. Depuis 2016, une nouvelle règle complique la vie du personnel et des résidents. Corian remplace en partie ses couches destinées aux incontinences sévères par ses protections conçues pour les fuites modérées. Un modèle souvent inadapté selon les aides-soignantes. Celle-là, avec une culotte filée au lit, la personne, elle bouge. Elle bouge. Excusez-moi, moi, quand je mets ma serviette hygiénique, ben, je bouge, j'ai des fuites. Alors que je suis pas incontinente fécale ou urinaire. Donc, comme ça, je la trouve. Ou beaucoup vers l'avant, ou beaucoup par l'arrière. Et ceux qui ôtent la couche, ils mettent la main dans la culotte. Regardez. Paf, ils me la mettent par terre. Elle est facile à enlever. Voilà. Une des aides-soignantes nous montre ses photos prises, selon elle, dans cet établissement. Moi, en travaillant dans un service Alzheimer de jour, je peux vous dire que les moliformes comme ça pour des résidents, moi j'ai des résidents qui mangeaient leur sel et où je me retrouvais avec la résidente qui s'était enlevé la protection pendant que j'étais en train de changer une autre résidente. Elle s'était enlevé la protection, elle avait étalé par terre, elle faisait la serpillière avec et elle avait des sels plein la bouche. Plein la bouche. Les mains entre les ongles plein de sel, la bouche pleine de sel. Donc il faut lui refaire une douche à 15h de l'après-midi et les autres résidents ils sont tout seuls. Non seulement les couches sont inadaptées, mais en plus, elles sont rationnées. D'après ce document interne, distribué aux aides-soignantes, les résidents ont droit à 3 couches la journée et 1 la nuit. On appelle cela la dotation journalière. Si on utilise la protection de midi à 10h parce que la personne elle est souillée, pas du tout. Je donne un exemple, hein. À 14h elle se sera encore souillée. Et bien, à 14h, on va utiliser la protection de nuit et forcément, la nuit, on n'aura plus de protection. Et si on va en demander une à notre supérieur hiérarchique, on va se faire emballer. Ils ont voulu faire des économies, c'est ce qu'ils nous ont dit, hein, on fait des économies sur les protections. Et on va utiliser celles-là, on va avantager celles-ci, qui sont moins chères, pour le maximum de résidents. Ces économies sont-elles réalisées aux dépens du confort des résidents? Nous sommes allés poser la question aux responsables de l'établissement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des problèmes de restriction de matériel? Moi, je peux pas vous répondre. Vous pouvez pas répondre? Voilà. Pourquoi? Pas pour l'instant. Vous n'avez pas le droit? J'ai pas envie de répondre pour l'instant. D'accord. Voilà. Merci, bonne journée. Merci, à tout à l'heure. J'espère. L'établissement refusera de nous répondre. Interrogé à plusieurs reprises, le groupe Corian nous renvoie à un communiqué de presse de décembre 2016, dans lequel il se dit « Choqué par les accusations portées ainsi que par les amalgames et contre-vérités proférées par 4 salariés ou anciennes salariés de l'établissement. » D'après notre enquête, il y aurait une différence de 10 à 18 centimes d'euros entre le nouveau modèle utilisé et le modèle complet. Cela représenterait une économie annuelle de 7 à 10 000 euros pour l'établissement. Un gain réalisé avec de l'argent public. Dans le contrat qui lie Corian au département, c'est ce dernier qui finance les protections. Dans cet établissement à Marseille, on est loin des vidéos promotionnelles du groupe Corian.
quand je sais qu'un résident il paye 4 000 €, moi je veux qu'il soit traité pour 4 000 €. Demain je vais dans un hôtel et je vais payer 150 € la nuit. Je veux que la chambre elle corresponde à une chambre à 150 € la nuit. J'ai demandé un petit déjeuner, je veux le même petit déjeuner qu'il y a sur la photo, quoi. Eux, ben, ils ont plein d'images. On vous vend ça comme du rêve. Quand vous arrivez, on vous déballe le tapis rouge. En fait, une fois que la famille est partie, il n'y a plus de tapis rouge. Hein. La colère contre l'établissement a gagné certaines familles. Sachez que pour les familles, c'est très difficile, monsieur. Cette femme, jointe au téléphone, craint des représailles si elle témoigne devant la caméra. Nous sommes des captifs. Des captifs. Le mot est fort. Oui, le mot est fort, mais nous sommes des captifs. Hein. Nous payons un prix fort, nous sommes des captifs. Parce que si on n'est pas content, on vous dit, mais enlevez-le. Entre les apparences, la publicité que l'on peut faire pour certains groupes, cotés en bourse notamment, et la réalité du terrain, il y a un gouffre. C'est tout ce que je vais vous dire. Parce que vraiment, c'est une honte. Il y a un domaine dans lequel le groupe ne lésine pas sur les moyens, la communication. Korian travaille son image haut de gamme. Tous les ans, le groupe organise un concours de cuisine sous le parrainage d'un chef 3 étoiles. Cette année, le Parisien a consacré un article à l'événement. Un concours pour le prix du meilleur dessert entre ses cuisiniers. Et voici le gâteau gagnant. Dans les cuisines du groupe, la réalité est un peu différente. Alors, ma profession est cuisinier. Un cuisinier pour une des maisons de retraite du groupe Korian. À visage caché, il témoigne des conditions dans lesquelles il prépare ses repas. On a un budget à respecter, donc les consignes sont d'essayer de respecter le prix de revient journalier au centime près. Après, quand vous connaissez le prix de revient journalier, c'est pas lourd. Hein. C'est pas lourd. C'est combien? Mais ça va de 4,27 à 4,35 maximum. Journalier. Donc, c'est-à-dire qu'avec ce montant-là, on fait petit déjeuner, goûter, dîner sur une personne. 4,35 €, c'est vraiment dérisoire. Selon ce document interne, 95% des clients Korian mangent pour un montant de produit de 4,35 € par jour, tout repas confondu. Alors comment vous faites? Eh bien, on triche sur les proportions. Si la recette nous dit il nous faut 8 kilos de légumes, on va mettre 7 kilos. D'utiliser du lait à la place de la crème fraîche, par exemple, dans une sauce. Ça coûte beaucoup moins cher. Un litre de lait coûte quand même beaucoup moins cher qu'un litre de crème fraîche. Mais par contre, le résultat final n'est pas le même. C'est déplaisant, quoi. Ce travail, c'est déplaisant. Et puis bon, en plus, vous avez encore des personnes âgées qui mangent bien, qui ont un bon coup de fourchette. Hein. Et eux n'y trouvent pas leur compte? Voilà, ils n'y trouvent pas leur compte. Donc bon, pour les calmer de temps en temps, on leur donne une bonne part, mais on va tricher sur le voisin à côté qui mange presque pas. Voilà comment on fait pour apporter de l'argent aux actionnaires. 4,35 € par jour et par pensionnaire, est-ce suffisant pour les nourrir correctement? Nous retournons à l'EHPAD Saint-Jacques, près de Toulouse, pour avoir un point de comparaison. Cet établissement public fait appel, comme le groupe Korian, à une centrale d'achat pour obtenir les meilleurs prix. On est à peu près à 6 € par jour, 2 denrées alimentaires par résident. Donc pour le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir, le goûter et les différentes collations. 6 € par jour. Il en veut plus. Vous en voulez une autre? De crème. Alors on arrive à faire de jolies choses. Pour autant, si on veut faire du frais, si on veut faire de la viande rouge de qualité, il faut admettre que 6 €, ça reste quand même un budget très contraint. Si je vous demandais de tomber à 4,30 €, est-ce que vous sauriez faire? 4,30 €, non, on ne saurait pas faire. Je trouverais regrettable qu'on soit obligé de faire des économies à cet endroit-là. Résumons. Pour 3 repas et 2 collations, à l'EHPAD public Saint-Jacques, les résidents paient 61 € par jour et mangent pour 6 € de denrées. Dans les EHPAD privés Korian, les résidents paient jusqu'à 150 € par jour et mangent pour 4,35 €. Peut-on parler de restrictions alimentaires? Nous avons interrogé la directrice de la communication du groupe.
Sur les restrictions alimentaires, c'est-à-dire des budgets extrêmement restreints. De restriction alimentaire, le terme est impropre. Alors comment est-ce que vous appelez ça? Écoutez, nous avons une offre de restauration adaptée au projet de chacun et voilà, son programme journalier qui comprend évidemment des moments de restauration et de convivialité. Selon notre enquête, la plupart des maisons de retraite privées consacrent entre 3,60 € et 4,90 € de denrées pour nourrir leurs clients. Messieurs, dames, C'est leur santé qui est en jeu. Le manque d'apport alimentaire augmente le risque de maladies et de chute chez les personnes âgées. D'après une étude du magazine Que Choisir, réalisée en 2015, un tiers des résidents en EHPAD souffriraient de carences alimentaires. La dénutrition touche particulièrement les seniors résidant en maison de retraite, entre 100 000 et 200 000 personnes. L'étude pointe le manque de viande rouge et de poisson, remplacé par d'autres sources de protéines moins chères, et l'insuffisance de produits laitiers et de fruits, tous les aliments les plus coûteux. La grève des opalines de Foucheran a provoqué une prise de conscience jusque dans les rangs de l'Assemblée nationale. Depuis, la Commission des affaires sociales s'est mobilisée et a mis en place une mission parlementaire. Notre pays ne remplit pas son devoir à l'égard de ses aînés les plus faibles. Malgré l'engagement des personnels, la situation est parfois indigne. Quant aux grévistes, ils sont parvenus à un accord avec leur direction. Ils ont obtenu 2 postes d'aide-soignants supplémentaires financés par l'État et une prime exceptionnelle de 450 € net versée par leur employeur. Il aura fallu 107 jours de grève pour soulever un coin du voile qui enveloppe le business des maisons de retraite.